Bonsoir à tous. Novices, vampires, loups-garous et autres esprits surnaturels, nous sommes dans la deuxième partie des archives du Talamasca. Mais avant cela, j'aimerais vous parler un petit instant. Alors, faut que je m'excuse quand même. J'avais mis de côté les vidéos, enfin les archives du Talamasca parce que j'ai vu la série Les Maillefers. Il y a une série qui a été adaptée justement de la saga des sorcières. Et donc, en gros, cette série, ils devaient certainement être dans un zoo ou quelque chose de ce genre. Ils étaient en train de lire le bouquin et je pense qu'ils ont dû voir un éléphant, un hippopotame ou un truc comme ça, puis ils ont torché le cul de l'animal avec le bouquin. Ensuite, ils ont refermé le bouquin, ils l'ont envoyé à un scénariste. Le scénariste a pris le bouquin, a ouvert le bouquin. Ah, d'abord, il a été vomir, parce que l'odeur lui est arrivée en plein dans la gueule, comme ça. Il est d'abord allé vomir. Donc déjà, il faut rajouter du vomi sur le bouquin, quoi. Donc déjà. Et ensuite, il a mis une épingle sur son nez pour ne pas être accommodé par l'odeur. Il a pris un cutter bien propre. Il a réouvert le livre et il a découpé toutes les lettres qui n'avaient pas été souillées par la merde et le vomi et il les a bien recollées les unes derrière les autres sur une feuille blanche et ça a été son scénario pour la série des sorcières Mayfair. Voilà tout ce que j'ai à dire sur cette série. Bon, reprenons maintenant les choses un peu plus sérieusement. Petir Van Abel. Marseille, 4 octobre 1689. Petir Van Abel est en attente d'un bateau afin de pouvoir rejoindre Saint-Domingue. Avant cela, il écrit à son ordre, le Talamasca. Il leur raconte ce qui s'est passé durant les événements de Montclèves. Il leur confesse aussi que c'est lui qui a tué le père Louvier, ce prêtre inquisiteur qui avait brûlé plus d'une centaine de femmes en prétendant qu'elles étaient des sorcières, et il leur dit aussi qu'il rejoint Saint-Domingue pour voir cette fille, Charlotte Mayfair, qui s'avère aussi être sa fille à lui. Fille qu'il a eue avec Déborah 25 ans plus tôt, avant que celle-ci ne parte pour Montclèves se marier. Le Talamasca reçoit la lettre et la réponse ne se fait pas attendre. Ils exigent que Peter revienne à Amsterdam. Ils lui disent que s'il ne le fait pas, il sera renvoyé, excommunié. Mais même sans cela, ils lui expliquent qu'ils ont montré ces lettres au plus puissant médium de l'ordre et que quand celui-ci les a touchées, il leur a dit que si Petir partait pour Saint-Domingue, jamais plus on ne le reverrait, qu'il partait pour un funeste chemin. De plus, il est allé voir le portrait de Déborah, puisque Rembrandt avait fait un portrait de Déborah et le Talamasca l'avait conservé. Et quand celui-ci a touché le portrait de Déborah, il y a senti une énorme noirceur, tellement grande qu'il en a pratiquement fait un malaise. Donc il leur dit aussi que malheureusement Petir n'écoutera pas les avertissements et partira quand même pour Saint-Domingue. Et c'est ce qui arriva malheureusement. Petir a bien entendu reçu cette lettre du Talamasca, il l'a lue, mais a fait fi des avertissements et il est monté sur le bateau afin de pouvoir rejoindre Charlotte. Charlotte, elle vit à Saint-Domingue et donc c'est la fille de Déborah. Elle a épousé Antoine Fontenay, deuxième du nom, un riche maître de plantation qui malheureusement est malade. Il a une maladie qui affecte à la fois sa motricité et aussi son langage. Son père, Antoine Fontenay, premier du nom, est aussi porteur de cette maladie, mais malheureusement à un stade beaucoup plus avancé. Et l'entourage, la famille, les proches de Charlotte et de Antoine II craignent que le petit Antoine III, ah oui, ils sont super originaux, soit aussi porteur de cette même maladie.
C'est d'ailleurs pour cette raison que c'est Charlotte qui dirige la plantation. Cette plantation s'appelle Mayfair, en 2 mots, Mayfair. Et les esclaves l'adorent. Tout le monde est heureux à Mayfair. Les esclaves y sont bien logés, bien nourris. Les dépendances qu'ils ont, c'est l'équivalent d'une petite ville, un petit village. Tout est beau. Ils sont heureux. Charlotte connaît tous les esclaves, elle connaît tous les enfants, elle les adore. Ils ont souvent de l'or et beaucoup de temps libre. Donc c'est assez courant qu'ils aillent en ville tous ensemble pour faire des courses. Les magasins n'hésitent pas à ouvrir, à n'importe quelle heure d'ailleurs. Ils sont toujours le bienvenu. Tout le monde est heureux à Mayfair. Par contre, eh bien, si tu fais le con, si tu emmerdes Charlotte, si tu l'as pris pour une connasse, là par contre, tu le regrettes. Parce que, eh bien malheureusement, faut pas oublier que nous sommes au temps de l'esclavage, et qu'un maître, il a droit de vie, droit de mort sur son esclave. Mais bon, c'est arrivé que très rarement, puisque comme je vous le disais, tout le monde est heureux à Mayfair. Tous? Non, évidemment. Il y a toujours, comme qui dirait dans chaque histoire, une Javotte et une Anastasie. Je vous laisse trouver la référence vous-même. Et là, c'est le cas, puisque Antoine Fontenay II a 2 frères, qui eux sont très jaloux. Très jaloux que ce soit Charlotte qui dirige la plantation et que ce ne soit pas eux. Mais bon, Antoine II n'aime pas tellement ses frères. Il trouve qu'ils sont méchants avec les esclaves et qu'en plus ils ont des mœurs plutôt dissolues, ils passent leur temps à s'aviner, donc ils sont de la famille, ils sont tolérés sur le domaine, hein, on va pas vous foutre dehors, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Pétir arrive à Port-au-Prince, il s'installe dans un hôtel, il se fait passer pour un riche marchand, il visite un petit peu les environs, il qualifie le bleu des Caraïbes d'ailleurs comme le plus beau bleu qu'il n'a jamais vu, et il en profite aussi pour prendre des renseignements justement sur le domaine Mayfair et ses habitants. Il rentre à l'hôtel et se décide à écrire à Charlotte. Il lui annonce qu'il est porteur d'une nouvelle, de quelqu'un qu'ils ont en commun. Il décide de ne pas mettre trop de détails dans la lettre, de peur qu'elle soit interceptée par un tiers, mais par contre il la signe de son vrai nom, Peter Van Abel. La réponse ne se fait pas attendre, on lui demande de bien vouloir venir au domaine Mayfair. Il est invité à passer plusieurs jours, enfin s'il le désire, et c'est sourire aux lèvres que Pétir loue une calèche et se fait emmener sur le domaine. Arrivé là-bas, il se fait accueillir par Charlotte, de manière un peu bizarre puisque voilà, elle sait qui il est. Elle lui dit « Ah oui, en effet, vous êtes Peter Van Abel, ma mère avait raison, vous êtes un très bel homme. » Donc bon, ils discutent un petit peu, il lui annonce la mauvaise nouvelle, bien que elle avait déjà l'air d'être au courant du décès de Déborah. Mais quand il lui dit que Déborah n'est pas morte sur le bûcher, qu'elle est morte durant une gigantesque tempête, eh bien Charlotte lui répond simplement « Dieu merci, enfin des paroles humaines ». De par ces mots, Pétir comprend que la chair, il est déjà là, et qu'il lui avait déjà annoncé les nouvelles. En plus, un fait troublant, Charlotte porte l'émeraude. Une émeraude, justement, que Pétir avait vue dans un magasin en Hollande quand il était en compagnie de Déborah, plusieurs années auparavant, et Déborah était, tombée amoureuse, comme qui dirait, de cette émeraude. Plus tard, elle avait réussi à l'acheter, et maintenant, cette émeraude, eh bien, c'est Charlotte qui la possède. Elle annonce à Pétir que, bien voilà, ils ont des choses à se dire, ils sont tout à fait d'accord à ce sujet-là, en particulier par rapport à la chair, mais que c'est ni le moment ni l'endroit, que tout d'abord il allait être présenté au Fontenay, à sa famille, qu'ils allaient dîner, tout ça, et qu'ils discuteraient une fois que son mari sera couché. Pétir donc s'installe, il a le temps de faire un petit brin de toilette, de se changer, et il rejoint donc les invités et la famille Fontenay dans la salle à manger. Là, il fait la connaissance d'Antoine Fontenay, deuxième du nom, le mari de Charlotte, et
Il s'avère que malgré sa maladie, eh bien, cet homme est particulièrement gentil, avenant, il est très content de recevoir du monde, on dirait d'ailleurs que rien ne lui fait plus plaisir que ça. Il discute avec Pétyr, et donc il est vraiment super content. C'est pas le cas de ces deux frères donc qui sont déjà en début de soirée complètement affalés sur un canapé en ayant bien leur compte en alcool, ils sont bien avinés. Et ils n'hésitent pas d'ailleurs à balancer du venin sur leur belle-sœur en disant que de toute façon, ok d'accord, elle fait bien les choses, mais c'est pas logique et c'est pas sain, c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas quoi. Une femme ne peut pas faire autant de choses et surtout connaître autant de choses. C'est pas possible. Mais bon, on leur fait comprendre, du moins une dame parmi les invités leur fait comprendre que de toute façon ce sont deux gros branleurs et que c'est beaucoup mieux ainsi. Arrive ce que moi je qualifierais comme le clou du spectacle, c'est l'arrivée du maître de maison. Le maître de maison, il n'a pas beaucoup l'occasion d'être là, c'est quelqu'un qui est très fatigué, puisqu'il a la même maladie que son fils, mais bon, à un stade beaucoup plus avancé, c'est pratiquement un légume, mais ce soir, il sera là. C'est malheureusement un esclave qui doit le ramener de la chambre jusqu'à la salle à manger, puisque cet homme est extrêmement diminué, mais ce soir, c'est différent. Puisque, une fois installé, celui-ci, à la surprise de tous, il se lève. Il se lève, il tend les bras et il parle. C'était pas arrivé depuis des années. Il ne dit que des banalités, bien sûr. Je suis content de vous recevoir, ce genre de choses. Mais les gens sont étonnés, voire même choqués. C'est à mi-chemin entre la vision d'horreur et le miracle. Pétyr, lui, n'est pas dupe. Il voit bien que c'est un petit tour de la chair, que c'est la chair qui possède le corps. D'ailleurs, par ses dons de médium, il se rend compte que, en effet, le pauvre Antoine Fontenay I est toujours là, quelque part, mais qu'il est prisonnier du corps. Bon, ce genre de tour de passe-passe, je vais les qualifier ainsi, ce genre de petit tour de passe-passe que la chair fait, ça lui coûte énormément de force, il peut pas le faire très longtemps. Ou alors il peut, mais ça peut être voilà quoi, au détriment de l'hôte. Et ça c'est à éviter pour le moment. Donc il échange encore une fois des banalités, disant qu'il est fatigué et qu'il doit se retirer. L'esclave le porte et le ramène à la chambre. Les gens sont, comme qui dirait, toujours sous le choc, ils en parlent. Certains disent que c'est un miracle et que voilà qu'il ne mourra jamais. D'autres disent que c'est une horreur, c'est pas possible quoi. Mais bon, Pétyr donc lui, il fait comme s'il avait rien vu qu'il avait rien remarqué, je veux dire, puisqu'il sent bien que Charlotte n'arrête pas de le regarder. La soirée se termine, les invités et la famille se retirent. On pense quand même à aller réveiller Steve et Tony, les deux frères qui sont restés toute la soirée complètement avinés dans un coin. D'ailleurs, le pauvre esclave qui les réveillera se fera remercier par des coups. Donc voilà. Enfin bon voilà, je parlerai plus de ces deux cons maintenant. Le maître de maison donc s'étant retiré, Antoine Fontenay II, lui, discute encore un petit peu avec Pétyr, il lui offre un cigare, il parle un petit peu, mais lui aussi, de par sa maladie, il se fatigue très vite, et donc il s'excuse, mais il se retire. Charlotte reste seule avec Pétyr, et elle le fait un petit peu boire, ils discutent, Pétyr essaye de lui faire comprendre que la chair doit absolument, enfin, elle doit pas s'en servir, que c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas bon de se servir des esprits, qu'il faut pas jouer comme ça les maîtresses et que ça a déjà joué des tours à sa mère et à sa grand-mère. Mais bon, Charlotte ne veut rien savoir, la chair est à son service et de toute façon, ça sera toujours ainsi. Elle décide de faire une petite balade avec lui, elle l'entraîne dans les jardins, ils font une balade sur le bord de la falaise. Pétyr il est un petit peu méfiant au début, mais il s'avère que non, elle va pas le pousser. Il y a une maison au bord de la falaise, une jolie petite maison, et elle le fait rentrer à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, des mains se jettent sur lui,
Et c'est le début des préliminaires. Excusez-moi. Putain, ça m'a troublé. Et donc Pétyr voilà, se retrouve avec 2 métis qui commencent à mettre ses mains sur lui, à l'embrasser, à le caresser, les lumières s'éteignent, et donc les préliminaires continuent, et d'un coup les lumières se rallument, et ce n'est plus les 2 métis qui sont là, mais Charlotte. Pétyr se rend compte avec horreur qu'il a couché avec sa propre fille. Et que de plus, il a adoré ça puisque ils vont recommencer 2 fois. Et j'ai pas de choco pour me balancer une punchline ou quelque chose à ce moment-là. Le lendemain matin, Pétyr veut partir, mais il se rend compte qu'il est enfermé dans cette petite maison sur la falaise. Il ne peut pas sortir. Il a la visite de Charlotte qui, elle, a un plan, avoir un enfant avec Pétyr. Pourquoi ? Puisque, eh bien, l'enfant qu'elle a eu avec Antoine Fontenay, 2e du nom, est probablement porteur de la même maladie, et de plus, eh bien, Antoine Fontenay, 2e du nom, ne peut plus lui faire d'autres enfants. Et elle doit absolument mettre au monde une fille, afin d'assurer la lignée des sorcières. Donc, elle pense que Pétyr Van Abel est le bon choix, étant donné ses dons de médium, donc il est un petit peu sorcier. Donc avec Pétyr, elle pourra engendrer une sorcière encore plus puissante. C'est ce qu'elle pense. Pétyr donc est prisonnier pendant plusieurs jours, une quinzaine de jours à peu près, et elle passe son temps à laviner jusqu'à ce que, eh bien voilà quoi, il soit ok pour faire l'amour avec elle. Bon. Pétyr avait déjà envie d'elle avant toute cette histoire. D'ailleurs, dès la première fois où il l'avait vue, il s'en était d'ailleurs très voulu d'avoir des pensées aussi impures, mais il les a eues quand même. Et donc, il se passe, comme je vous le disais, une quinzaine de jours, et Pétyr en a marre. Il décide que non, trop c'est trop, il ne boira plus, il ne coopérera plus, et donc il s'habille. Il attend que Charlotte arrive, et justement quand Charlotte arrive et qu'elle le voit habillé de pied en cap, elle comprend que voilà, qu'il va partir. Elle s'assoit, elle pleure, elle lui dit qu'elle est enceinte et que non, il faut absolument qu'il reste auprès d'elle, que voilà, maintenant tu es une famille, tout ça, oublie un peu le Talamasca et voilà, reste avec moi, Pétyr. Mais Pétyr ne veut rien savoir, lui, le Talamasca, c'est son père et sa mère, il est hors de question qu'il tourne le dos à son ordre. Donc, au début, Charlotte essaie de lui faire promettre qu'il ne répétera pas, qu'il ne dira rien des événements qui se sont passés à Maillefert, mais bon, Pétyr lui fait non, c'est hors de question, évidemment que je vais tout raconter, je suis un chroniqueur, je suis venu pour ça, donc... Alors, bon, Charlotte est en larmes, mais elle est d'accord pour le faire partir, pour qu'il s'en aille. D'ailleurs, elle lui dit aussi que normalement, Lâcheur ne lui fera pas de mal. Il lui a promis. Si jamais il lui fait du mal, elle lui tournera le dos. Pétyr donc s'en va, mais voilà quoi, Lâcheur, comment je pourrais vous expliquer ça, il respecte sa promesse à moitié. Il ne fait pas de mal à Pétyr. Il s'arrange juste pour le rendre fou. Lui faire voir des visions d'horreur, un double de lui-même qui lui court après, ce genre de choses, l'obliger à passer à travers un cimetière alors que, bon, Pétyr a la phobie des cimetières. Alors, voilà, les loups-garous, les sorcières, les vampires, ça lui fait pas peur, mais bon, tout le monde a sa phobie. Il arrive donc à Port-au-Prince, complètement échevelé, les gens le prennent pour un fou. Il arrive à l'aubergiste, il le paye grassement, il lui dit voilà, prenez soin de mes affaires, s'il m'arrive quoi que ce soit, envoyez-les en Hollande à cette adresse. Alors bon, les gens au début disent non mais c'est qui ce barjot quoi, mais bon, quand il fait voir l'or qu'il a, les gens arrêtent de se poser des questions. Ah, excusez-moi. Oui, allô ? Ouais, c'est moi, je suis en retard, désolé. Ah, et je t'attends depuis tout à l'heure. Bah oui, mais il y a une manifestation contre Michel Blanc, les rues sont bouchées. Contre Michel Blanc. Bah oui, apparemment, il y a des gens qui pensent que s'appeler Michel Blanc, c'est raciste. Écoute, ah non, mais je veux même pas le savoir, je veux même pas savoir, je t'attends. À tout à l'heure.
Oui, donc comme je le disais, Pétir arrive à Port-au-Prince, il est échevelé, tout le monde le prend pour un fou. Il arrive quand même à faire envoyer son coffret et les dernières informations qu'il souhaite donner au Talamasca. Le bateau part. Il ne monte pas dans le bateau parce qu'il a peur que l'esprit le fasse chavirer, et dans ces cas-là, tout sera perdu, aussi bien son témoignage que tout ce qu'il aurait consigné par écrit. Donc il reste. Il demande d'ailleurs à l'aubergiste, s'il lui arrive quoi que ce soit, de prévenir des gens en Hollande à cette adresse. Comme je vous le disais, on prenait Pétir pour un fou, mais bon, l'argent qu'il a montré, ça a convaincu l'aubergiste. Quelques semaines plus tard, le Talamasca justement reçoit une lettre de Port-au-Prince disant que Pétir Van Abel a été retrouvé, mort, dans une grotte. Son corps a été écrasé, mutilé, il lui manque 2 doigts à la main, et on pense que ce sont des esclaves en fuite qui l'auraient agressé. Mais bon, ce qui interpelle les forces de l'ordre, c'est que ni sa montre en or, ni son or, sa bourse, ne lui a été volée. Par la suite, le Talamasca a décidé de ne plus faire de contact direct avec la famille Maillefer et simplement se contenter de l'observer de loin. Charlotte, de son côté, elle a eu l'enfant qu'elle voulait avoir, elle en a même eu 2. Jeanne-Louise et Peter. Par la suite, il s'avère que son fils, celui qu'elle a eu avec Antoine Fontenay, n'a pas hérité de la maladie de son père et de son grand-père. Il a pu vivre une vie normale. Et ensuite, quand Antoine Fontenay II est mort, Charlotte a encore eu 2 autres enfants. La rumeur prétend d'ailleurs qu'ils sont de pères différents. À la mort de Charlotte, à 70 ans, non mais Michel Blanc, il a jamais fait chier personne, quoi. Enfin bref, donc à la mort de Charlotte, à ses 70 ans, c'est donc Antoine Fontenay III qui a hérité de la plantation, du moins sur le papier, puisque en réalité, elle fut dirigée par Jeanne-Louise et son jumeau Peter. Mais ça sera pour une autre chronique une prochaine fois. Eh bien, mes chers novices, mes chers vampires, et vous aussi les Fremen, c'était donc la 2e partie des archives du Talamasca. Pour la 3e vidéo, je pense pas tout de suite m'attaquer donc à Jeanne-Louise et à son frère Peter. Je pense que je vais faire un numéro 0 et vous parler de Suzanne. Donc la première à avoir invoqué la chair. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien voilà tout. Je vous dis à très bientôt. Guettez les vidéos. Au revoir.